tous. Donc voilà, Olivier Duhamel. Donc je suis agriculteur sur la commune de La Chapelle-Rinçoin, donc en Mayenne, pas loin d'Evron. Je suis installé depuis 1998. Depuis 2010, je suis en individuel et un salarié. L'exploitation aujourd'hui compte 180 hectares et je produis 110 hectares de culture de vente. Et j'ai des vaches laitières, 60 vaches laitières pour produire peut-être 510 000 litres de lait. Alors, donc sur l'exploitation, alors j'aime bien, j'aime bien les nouvelles technologies. Par rapport à ça, donc, depuis en 2014, j'ai renouvelé une moissonneuse. Donc j'ai fait le choix de la moissonneuse avec le capteur de rendement. Donc, alors, c'est plus de titre information. Et en 2015, j'avais renouvelé le tracteur et j'avais un système de GPS que j'ai mis dessus et je l'ai monté sur la moissonneuse. Alors, donc là, on a le capteur de rendement. Donc là, ça reste plus dans la moissonneuse, c'est plus à titre d'information pour moi. Mais le guidage permet une conduite, c'est moins fatigant et j'ai la cartographie des champs et la moissonneuse est conduite toute seule. Voilà. Donc comme je vous disais, en 2015, j'ai renouvelé le tracteur, j'ai pris avec un système de GPS et Isobus. Alors Isobus permet de relayer les informations, c'est standardisé, entre les outils et le tracteur. Donc avec l'ordinateur du tracteur, ça permet de gérer par exemple le semoir ou le pulvérisateur. Et avec le système de GPS, où il y a une correction de 2 cm, parce qu'il y a un système de carte avec une carte SIM, avec un 4G, et ça permet de pouvoir avoir une précision de 2 cm. Donc avec tous ces éléments-là, j'estime à peu près 5% de gain, car il n'y a plus de chevauchement. Les fourrières ou les bouts de champ sont gérés avec la coupure de tronçons. Et donc gain de semences, réduction des phytos, le carburant, moins d'usure et gain de travail, gain en temps de travail. Toutes ces informations-là, elles sont mises sur Geofolia. Donc Geofolia, c'est les agris qui sont porteurs du projet. Alors Geofolia est réutilisé aussi par Cenovia. Et eux qui me font le suivi par rapport au plan de fumure. Et aussi la déclaration PAC, c'est le même système. Donc ça, c'était tout pour la partie de mon exploitation. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus d'innovation. Admettons, comme là, chez John Deere, ils ont des systèmes de capteurs de rendement sur tous les matériels. Alors, avec les systèmes de GPS, c'est vraiment localisé. Ils savent le rendement. Alors, ça permet aussi, parce que si on voit, ces rendements-là sont captés par les constructeurs et peuvent jouer aussi sur les marchés, car ils savent exactement en temps réel les rendements qu'il y a sur les parcelles, sur les États, les pays, et ça peut jouer sur les marchés comme à Chicago, car à un moment donné, au début de récolte, au bout d'une semaine, ils savent exactement les rendements sur les parcelles, donc automatiquement, des fois, ça peut jouer rapidement. Mais là, donc, par rapport à la cartographie, on peut faire par rapport au rendement, comme vous voyez, et on voit, grâce aux outils à l'aide de décision, on va pouvoir faire la fertilisation sur les cultures qui suivent, ou comme là sur le blé, et on fertilise vraiment à la bonne dose pour avoir le potentiel sur nos terres. Donc automatiquement, dans tous ces systèmes-là, il y a le consentement des données qui est fait. Bon, là, il y a chez John Deere, mais aujourd'hui, beaucoup d'organismes utilisent ces données-là.
Donc là, c'était la partie culture de mon exploitation. Donc pour l'élevage, en 2014, j'ai équipé les vaches d'un système de collier Védria. Donc, alors, il était plus par rapport aux détections de chaleur. En 2018, ils ont été renouvelés car il y avait l'obsolescence programmée, peut-être on peut dire ça. La durée de vie de ces capteurs-là n'était pas longue, donc ils ont été renouvelés et par contre ils sont beaucoup plus performants. Aujourd'hui on peut voir l'activité, alors les chaleurs bien sûr, on voit aussi la digestion, la rumination, on voit les temps de repos des vaches, on peut savoir aussi à quel moment les vaches elles sont nourries. Et même les nouveaux capteurs, on arrive à voir, il nous prévient au moment du vélage, grâce à ces capteurs-là. Donc l'an dernier, donc, pour l'alimentation, j'ai monté un DAC, ce qui permet d'optimiser la ration par rapport à la production des animaux. Donc entre eux, il y a la portabilité et j'ai mis un DAC, c'est en prévision du projet que j'ai cette année, de mettre un robot. Alors, donc j'ai choisi un de Laval, car il y a bon, déjà c'est par rapport à la traite, j'ai monté un robot par rapport à la traite, pour le gain de temps, la simplification du travail. Et le de Laval a été choisi car il y a l'interopérabilité entre les données comme le Médria, Cenovia et de Laval, toutes les données qui sont aujourd'hui depuis 5-6 ans sont gardées et sont utilisées avec le robot de Laval. Donc voilà, donc toutes les données, tout le suivi après est fait par Cenovia et l'ensemble, on a le tableau de bord et on a tout mon cheptel est suivi rapidement. Merci Olivier pour cette présentation. Donc, on a bien compris que ça a permis de gagner en efficacité, améliorer les conditions de travail, réduire les intrants par exemple, mais on a bien vu aussi qu'il commençait à y avoir des problématiques sur le consentement, l'interopérabilité. Donc on va passer la parole à Gaëlle, voilà, qui va pouvoir vous expliquer ce qui est mis en place pour résoudre ces problématiques et puis on pourra échanger après avec vous tous et vous pourrez nous rebondir là-dessus si vous le souhaitez. Merci. Oui, merci Valérie. Donc, je suis Gaëlle Charicotio, je suis directrice conseil chez AgData Hub. Donc AgData Hub, c'est quoi? C'est une société qui est récente, qui a un peu plus d'1 an d'existence, mais qui a un historique, mais qui a quand même un historique, car elle est issue d'un projet de recherche du secteur agricole. Donc c'est une société qui opère des plateformes d'échange de données et de consentement, et qui accompagne également les filières agricoles dans la mise en œuvre de leurs projets de gestion des données agricoles, de valorisation des données agricoles. Donc c'est une société qui a 2 actionnaires principaux, une holding agricole, composée donc des instituts techniques, des OPA agricoles, des partenaires privés et publics pour 70% des parts, et pour un tiers des parts, donc la Banque des Territoires et Caisse des dépôts et consignations a investi 1 million d'euros dans la société pour en assurer le développement. Donc, on a une gouvernance agricole et notre objectif aujourd'hui, face au constat, aujourd'hui il y a le constat que les données, il y a énormément de données collectées au niveau de l'exploitation agricole et que ces données en fait sont très hétérogènes et surtout pratiquement jamais stockées au niveau de l'exploitation agricole. Elles sont dispersées chez les fournisseurs de services et
on a du mal en fait, et c'est les exemples précédents, à traiter correctement ces données agricoles, à les valoriser si on n'a pas mis en place un système pour collecter ces données de manière un peu plus homogène. Et donc notre enjeu ici, c'est de mettre en place les briques d'interconnexion pour que on puisse interconnecter donc en France les 450 000 exploitations agricoles avec leurs 85 000 partenaires amont-aval et avec une ambition également européenne. Donc c'est l'objectif d'AgDataHub qui met en place, qui propose une infrastructure mutualisée et souveraine pour permettre aux fournisseurs de données. Donc là, je sais pas si... Non, je sais pas le petit truc. Vous avez la chaîne de valeur de la donnée, de la production de la donnée. Vous voulez revenir en arrière, non, c'était pour... je pensais qu'il y avait un petit truc rouge là, un petit... Ah oui, si, je sais plus. Vous pouvez appuyer dessus. Voilà. Ça marche, il y a un petit pointeur. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, vous avez le cycle de données, de la production de la donnée, la collecte de données, le partage de données, le traitement de la donnée jusqu'à l'utilisation de la donnée. Donc au niveau d'AgDataHub, on propose en fait les plateformes d'échange, c'est-à-dire qu'on met en relation, on se positionne en orchestrateur en fait du partage de données en mettant en relation les fournisseurs de données et les utilisateurs de la donnée. Donc AgDataHub ne stocke pas et ne traite pas la donnée. On est juste une plateforme d'échange qui met en relation les jeux de données pour faciliter la circulation des données agricoles en y associant en fait le consentement, un routeur de consentement à l'usage des données, parce qu'on estime que le consentement aujourd'hui c'est la première brique de confiance pour qu'en l'occurrence l'agriculteur puisse à un instant T connaître, savoir où sont ces données, à qui il les partage et pourquoi faire. Et pourquoi faire, et du coup pour avoir aussi un retour sur l'utilisation, voire la valorisation de ces données. Donc quand on parle de données, en fait c'est quoi une donnée? C'est une succession de 0 et de 20, ça a une valeur, c'est réplicable à l'infini, ça a une valeur quasiment nulle si ce n'est pas contextualisé. Et donc la valeur de la donnée, on a souvent dit dans les années précédentes, au début où on commençait à s'intéresser aux données agricoles, que l'agriculteur est propriétaire de ces données agricoles et donc était assis sur un trésor. Mais en fait, ce trésor-là ne se valorise, n'a de valeur que s'il est utilisé. Donc l'idée, c'est bien de faire circuler les données agricoles pour les valoriser. Et on a aussi vu que dans la table ronde précédente à laquelle j'ai assisté qu'à la fin, mais qui était très intéressante, qu'on a besoin de traiter, de massifier la collecte de données et de traiter des volumes importants de données pour faire fonctionner des outils d'aide à la décision ou des algorithmes pertinents. Et donc c'est toute la problématique aujourd'hui de massifier et de massifier la collecte de données pour développer de nouveaux usages au bénéfice de l'agriculteur. Alors les apports et les enjeux du numérique pour le secteur agricole. Les apports du numérique, c'est assez simple, c'est mieux tracé, apporter plus de transparence dans les pratiques agricoles, apporter de la connaissance, une meilleure connaissance sur les produits agricoles du champ à l'assiette, mais c'est aussi mieux produire, avec ce que vous avez présenté, M. Duhamel, les cartes de rendement, la bonne dose au bon moment. Mieux comprendre et aussi mieux s'insérer peut-être dans un environnement plus large que l'agriculture. On parle aujourd'hui de smart territoires ruraux et de la gestion de la donnée agricole et agri-environnementale qui va pouvoir influencer les politiques publiques sur la gestion des éléments, la gestion de l'air, la gestion de l'eau, les problématiques d'irrigation dans certains points. Mieux gérer... parce qu'avec plus de données, on a plus de précision, et mieux vivre parce que ça libère du temps, ça limite la charge administrative,
Ça peut aussi faciliter les contrôles, les audits et mieux faire circuler l'information. Alors, on définit en fait 3 types d'enjeux, puisque comme on fait le constat, et comme vous l'avez bien dit aussi finalement, qu'il y a une perte de valeur sur les exploitations, que parfois la non-maîtrise des données par l'agriculteur fait que parfois ça peut porter préjudice, justement sur des positions sur des marchés financiers ou la récupération des données par des organisations, des associations militantes. Donc il y a une vraie problématique de maîtrise de la chaîne de valeur par les producteurs de la donnée. Et donc c'est un des premiers enjeux techniques, c'est la maîtrise des usages qu'on va aborder avec le consentement à l'usage des données qui arrivent et qui rentrent dans la réglementation. Il y a aussi la problématique d'améliorer l'interopérabilité et la portabilité des données. L'interopérabilité, c'est très important pour récupérer son historique. Donc c'est un peu lié à interopérabilité et portabilité. Portabilité, c'est aussi le droit qu'a chaque agriculteur qui s'installe de pouvoir changer de fournisseur de services et de récupérer l'historique, les 10 ou 15 ans de données de pratiques culturales. Et c'est pas si évident que ça aujourd'hui. Ou des données de robots de traite également. Hein, on a des exemples aussi là-dessus. Il y a des enjeux de protection juridique aussi, liés donc au consentement, à l'usage, et d'éclairer ce consentement et de le formaliser. Au niveau des enjeux économiques, voilà, on sent bien que le numérique c'est un levier de croissance pour le secteur agricole, qu'il y a une asymétrie de taille et de connaissances parmi les acteurs du secteur agricole, où des entreprises unipersonnelles côtoient des multinationales dans tout l'écosystème de données agricoles, que c'est un secteur, le numérique agricole, qui attire beaucoup de nouveaux entrants. Enfin, quand on parle de levier de croissance, on sent bien qu'il y a une valorisation possible, parce que les agrochimistes et les équipementiers investissent énormément dans le numérique, qu'il y a aussi des nouveaux entrants, les GAFAM, les grandes entreprises américaines qui investissent aussi en 2020. Pour vous donner quelques chiffres, dans l'agri-food tech, les investissements atteignaient 31 milliards d'euros, soit 8 fois plus qu'en 2012, et que c'est la première fois en 2020 où l'agri-tech, les investissements dans l'agri-tech ont dépassé ceux de la food tech. Donc on sent qu'il y a un enjeu quand même non négligeable. Et le smart farming, donc l'agriculture numérique dans le monde, c'est un marché estimé à 23 milliards d'euros en 2022. Donc c'est pas négligeable quand même. Et donc le dernier enjeu qui est important, c'est défendre la souveraineté sur les données du secteur agricole et en conserver la maîtrise et la valeur, en évitant à tout prix la plateformisation par des acteurs privés, type Uber, Booking, voilà. Et donc d'où l'intérêt de créer cet écosystème du monde agricole pour gérer et donner, pour que le monde agricole définisse lui-même les règles du jeu d'utilisation des données produites au niveau des exploitations agricoles. Alors je vais vous présenter là deux projets en fait pour gérer et maîtriser les données agricoles. Le premier, c'est le label Data Agri. Donc le label Data Agri, je vais me perdre dans mes notes, mais parce que j'ai voulu condenser ma présentation et du coup je connais pas par cœur les 13 points. En fait, pour le label Data Agri a été mis en place par la FNSEA en 2018 suite à la mise en application du règlement européen sur la protection des données personnelles, le RGPD. Parce qu'à ce moment-là,
les réflexions ont été de dire qu'en fait les données agricoles rentrent pas vraiment dans le cadre des données personnelles, quoique certaines données de l'exploitation agricole peuvent faire remonter à l'exploitant agricole, donc à la personne physique, et qu'il fallait différencier les données personnelles et les données agricoles, qui sont des données qui relèvent du droit des contrats, mais qui, du coup, n'étaient pas protégées en tant que telles. Donc la charte Data Agri, en fait, propose 13 principes généraux qui doivent se retrouver, en fait, dans les conditions générales de vente de tout acteur intervenant auprès des agriculteurs. Donc avec 4 chapitres, on va dire. La lisibilité pour l'agriculteur, donc les clauses doivent être intelligibles et écrites noir sur blanc. Il doit y avoir un chapitre Data Agri dans les conditions générales de vente. Que la maîtrise de l'usage par l'agriculteur soit respectée, c'est-à-dire que l'agriculteur doit connaître, a un droit de contrôle sur ces données. Il donne son consentement explicite à tout usage des données. S'il y a plusieurs usages sur une collecte de données parcellaires, il y a plusieurs usages. Les usages doivent être définis et explicités. Consentement préalable à toute cession à un tiers. Vous collectez via un logiciel de gestion d'élevage ou parcellaire et ces données sont transférées à la chambre, au réseau, à l'interprofession ou à la COP, vous devez le savoir. Et surtout le droit de résiliation, le droit de dire j'arrête de travailler avec vous aussi. Les données doivent être, le cadre de sécurité doit être défini. Et enfin la transparence sur les lieux et modalités de stockage, la finalité des données et la garantie de la portabilité des données. Donc à un instant T, si monsieur veut changer de logiciel pour un logiciel équivalent ou concurrent, la totalité de ces données enregistrées doivent pouvoir être transmises avec des délais définis dans le nouvel outil. Un peu comme vous changez de smartphone, vous passez Android, iPhone, vous ne posez plus la question, mais à un moment donné, c'est ça la portabilité. Donc tout ça, en fait, l'objectif, c'est une démarche volontaire qui a été mise en place par la FNSEA pour instaurer un climat de confiance, apporter de la transparence, et pas pour dire que ça n'existait pas avant, la transparence, que les relations étaient forcément malsaines, mais c'est plus pour écrire noir sur blanc, en fait, des règles de bonne pratique sur l'utilisation des données agricoles et surtout faciliter leur circulation, ne pas verrouiller leur utilisation et assurer un retour de valeur à l'agriculteur. C'est qu'à un moment donné, si la valorisation se fait par un tiers et si l'agriculteur le sait, soit il le sait, soit il réclame sa part. Voilà, c'est aussi un des objets du consentement et de la charte Data Agri. Alors aujourd'hui, on arrive un peu à la limite d'une démarche volontaire. Il y a une dizaine d'outils qui sont labellisés. Même si le consentement a été poussé par le lobby agricole français au niveau européen via la COPA-COGECA qui est présidée par Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Le Code of Conduct de la COPA-COGECA pour l'utilisation des données agricoles est d'actualité et le consentement à l'usage des données fait partie d'un prochain règlement européen, le Data Governance Act, qui sera mis en application en 2023. Donc le consentement rentre dans la réglementation pour faciliter et cadrer en fait et rééquilibrer, on va dire, le rapport de force et la symétrie de taille entre les acteurs. Et donc si vous voulez plus de détails, on a un petit stand, donc je pourrais vous montrer des vidéos où vous détaillez la charte. Et tout est inscrit, tout est défini sur le site dataagri.fr. Et donc deuxième initiative française, c'est l'association Numagri.
Donc l'association Numagri, elle a été créée en juin 2020 à l'initiative en fait des organisations professionnelles agricoles. Et son objectif, c'est d'agir ensemble pour fluidifier la circulation des données, respecter les consentements des émetteurs et favoriser un climat de confiance pour répondre à des enjeux communs pour les secteurs agricoles et agroalimentaires. Ça, c'est l'objectif. Donc, Numagri, c'est quoi? Donc, c'est une association en 1901 qui est composée de 3 collèges. Donc, le premier collège, c'est les organisations de représentation agricole. Donc, il y a les chambres d'agriculture, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la coopération agricole, la FNA, les négoces et les instituts techniques. Un deuxième collège des filières. Donc aujourd'hui, on a le CNIEL, Ternivia, Intercéréales et Interfel. Et un troisième collège des opérateurs publics et privés qui représentent un petit peu les têtes de réseau, comme France Informatique Élevage pour le réseau des Arsoé. Co-Farming a rejoint récemment aussi l'association Numagri. Et donc l'objectif, c'est de mettre en application en fait des cas d'usage métiers, d'aller jusqu'au bout d'un cas d'usage proposé par une interprofession. Alors pourquoi les interprofessions? Parce que les interprofessions, ça permet déjà de couvrir toute une filière et d'avoir tous les acteurs autour de la table et de réfléchir à une problématique liée aux données agricoles. Pour ce faire, en fait, Numagri a 2 partenaires, donc AgData Hub pour la mise en œuvre des cas d'usage, l'analyse et la formalisation des projets et l'analyse des standards, et GS1 France qui assure le développement des standards, donc GS1 qui est un organisme de standardisation. Ce qui ne veut pas dire en fait que les cas d'usage, que tous les travaux qui ont été faits au préalable en standardisation sont mis de côté, on réutilisera, on est en contact avec tous les autres organisations, associations comme AgroEdi Europe, GS1 parce qu'ils sont partenaires, mais il y a aussi ICAR pour la production animale, AG Gateway qui est un organisme de normalisation américain, qui se déploie en Europe, et l'UNCFACT pour la normalisation un peu plus globale. Et donc Numagri est aussi très proche d'une association cousine, Numalim, qui s'occupe de l'aval et des industriels agroalimentaires. Et donc les cas d'usage qui sont développés, donc aujourd'hui on a 6 cas d'usage en cours et plein d'idées pour en faire d'autres. Le cas d'usage le plus avancé, c'est la standardisation de l'alimentation animale pour le troupeau bovin laitier. Donc ça, c'est avec l'interprofession laitière. Donc la standardisation de l'alimentation animale, c'est d'une part qui a pour objectif en fait d'une part la simplification administrative. Comment faire pour récupérer les informations de l'étiquette de l'aliment concentré directement dans le logiciel de gestion d'élevage. Il y a un aspect de numérisation et structuration de l'information pour éviter de stocker ces étiquettes dans une pochette en attendant le passage du contrôleur. Et il y a aussi une partie fourrage, standardisation des données liées au fourrage, notamment trouver des méthodes standardisées pour la valeur nutritionnelle des fourrages, pour à terme pouvoir croiser des données sur du lait de pâturage, sur le temps de pâturage, la qualité du lait, pouvoir le garantir, le prouver et après rentrer dans des considérations soit communication consommateur, mais également des projets d'alimentation santé qui peuvent être intéressants. Avec Intercéréales, c'est la traçabilité du maïs français. Donc là, c'est un prototype. Donc Numagri, c'est pas que des projets de standardisation et d'échange de données par API ou par message de données ou des choses comme ça. C'est aussi la possibilité de faire des prototypes pour une filière. Dans le cas d'Intercéréales et du maïs français, c'est essayer avec la technologie blockchain de partir du grain de maïs français jusqu'à sa consommation par un produit animal qui sera consommé par un consommateur, en gros, et de trouver d'essayer de prouver des marges de valeur en fait à chaque étape.
en enregistrant les données dans la blockchain, où est-ce qu'on crée de la valeur et où est-ce qu'on peut, à la fin, raconter l'histoire au consommateur pour lui dire que sa cuisse de poulet, peut-être qu'elle est plus chère, mais ce qu'il a mangé, c'était du bon maïs français. Et donc, voilà, c'est des prototypes pour prouver qu'il y a de la valeur qui est créée et comment on peut ramener la valeur sur la parcelle. La logistique céréalière, c'est plus travailler au niveau logistique entre les ports et les silos pour savoir. Donc là, c'est un prototype d'intelligence artificielle pour faire des outils d'aide à la décision par rapport à un transport camion, un transport train et d'optimisation logistique. Pour le soja, c'est la traçabilité du soja de France. Un peu qui ressemble au maïs, comment valoriser le soja français dans l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Et donc la surveillance sanitaire végétale, c'est un cas d'usage qui n'a pas démarré, mais le dernier, il est intéressant parce que c'est les donneurs d'ordre, donc il y a 3 donneurs d'ordre, l'ACTA, la PCA et l'IAV, l'Institut français de la vigne, sur la standardisation des données météo qui sortent des stations professionnelles. Pour faciliter en fait pareil l'interopérabilité et l'utilisation de ces données de mesure sorties station météo. Et puis après, on a tout un tas d'idées pour lancer des groupes de travail et des cas d'usage métiers. Donc c'était assez synthétique. Si vous voulez, moi j'ai des vidéos, mais je ne les ai pas insérées à ma présentation. Je pourrais vous les montrer sur le petit stand.